Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société avec au sommaire de ce 9 décembre ce cri d'alarme de l'Observatoire des drogues. La cocaïne devient le premier marché français de produits stupéfiants devant le cannabis. Comment s'est-elle banalisée? Quels sont ses dangers? La loi narcotrafic sera-t-elle suffisante pour en réduire la consommation? On répond à toutes ces questions juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, direction la Cisjordanie. Il y a 2 semaines, Paris, Berlin, Londres et Rome signaient un communiqué commun pour appeler Israël à faire cesser les violences qui visent les civils palestiniens. Après cela, ils m'ont frappé à coups de poing et m'ont roué de coups de pied sur tout le corps. Puis ils ont lâché le chien sur moi, qui m'a mordu à plusieurs reprises. Ensuite, ils ont fait entrer mon frère dans la douche et ont amené le chien avec lui. Ils ont continué avec la même méthode. Quelles sont ces méthodes de l'armée israélienne? La traque des terroristes justifie-t-elle ces opérations qui sont les colons qui sèment eux aussi la terreur? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce tsunami blanc qui déferle sur la France, c'est la cocaïne qui rapporte aujourd'hui le plus d'argent aux dealers. Jérôme Rabier. Toujours plus de consommateurs et un marché financier toujours plus important. C'est le bilan de l'étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Entre 2010 et 2023, la quantité de drogue illicite consommée en France a bondi de 87,5% et le chiffre d'affaires estimé a explosé en progression de 189,3%. Le marché pèse désormais 6,8 milliards d'euros par an et pour la première fois, la cocaïne détrône le cannabis dans le palmarès financier, avec un marché de 3,1 milliards d'euros pour la cocaïne contre 2,7 milliards pour le cannabis. Consommée par des gens plus âgés, 31 ans en moyenne, la cocaïne est désormais très facile d'accès, au point que l'exécutif cible désormais ses consommateurs qui l'achètent pour un usage dans un cadre festif ou professionnel. L'importance d'une politique de prévention et de sensibilisation puisque... Et je reprends ces mots, c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. Et on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Autre enseignement de l'étude, l'explosion des drogues de synthèse, avec un marché de l'ecstasy MDMA qui a bondi de 637% et celui des amphétamines de 470% entre 2010 et 2023. L'État, qui mise sur une politique répressive, annoncera bientôt un nouveau chiffre de saisie record pour cette année 2025, sans que cela agisse concrètement sur la consommation des Français, toujours plus importante et désormais diversifiée. La France face au tsunami blanc de la cocaïne, on en débat tout de suite avec Marie-Geoffrey Roustide. Bonsoir, bienvenue, vous êtes sociologue, politiste, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Clotilde Champérage, bonjour et bienvenue. Vous êtes économiste au Conservatoire national des arts et métiers, directrice du pôle sécurité, défense et renseignement et vous publiez Géopolitique des mafias au Cavalier Bleu, aux éditions Cavalier Bleu. Diana Villegas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas et vous êtes rattaché à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Et j'accueille Mickaël Darmon. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste pour Sens Public. Pourquoi, Marie-Geoffrey Roustide, cette consommation de cocaïne augmente en France ? Ouh là là, il y a beaucoup de raisons. Ouais. Alors, une des raisons principales, c'est que, et ça on le voit au niveau international et dans l'histoire, quand on se retrouve dans une société qui est confrontée à de plus en plus d'inégalités sociales, à de l'anxiété, à des bouleversements géopolitiques, on a des consommations de substances qui augmentent en population générale. Donc ça, l'augmentation des inégalités, c'est une des premières raisons. Et puis la deuxième raison, là, ça concerne toutes les drogues en général. Pas seulement la cocaïne. Pas seulement la cocaïne. Et alors, concernant la cocaïne, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est l'augmentation considérable de l'offre. Donc une production de cocaïne en Colombie qui a été multipliée par 2 ces dernières années. Un prix de la cocaïne qui a beaucoup baissé par rapport aux années 80-90. Une accessibilité qui est de plus en plus importante avec l'ubérisation du trafic. Les personnes ne sont plus obligées d'aller sur des lieux de deal. Elles peuvent se faire livrer chez elles. Et puis enfin, une société de la performance.
où il faut être performant au travail, dans sa sexualité, dans sa vie de manière générale. Et donc, en fait, la cocaïne répond dans un premier temps, mais ensuite pose un certain nombre on parlera de l'addiction, on parlera de tout ça. Sanitaires, sociaux, mais dans un premier temps, la cocaïne peut donner l'illusion de performer. Alors ça pose vraiment très bien le décor et on va rentrer dans le détail de ce que vous venez de nous dire. Et je veux bien déjà qu'on parle peut-être des lieux de production. Clotilde Champeyras, là on a dit Colombie, c'est le producteur principal, il y en a d'autres. Elle vient d'où cette cocaïne ? Alors, la coca, les plantes de cocaïne ne poussent que sur le plateau andin. Donc, on a 3 grands pays producteurs. Et effectivement, la Colombie est le pays qui produit le plus. On a des productions un peu plus marginales maintenant du côté du Venezuela, du Pérou, mais ça reste anecdotique par rapport à cette provenance colombienne de la matière première. Après, il y a tout un traitement chimique qui permet de synthétiser la cocaïne. Et alors ça peut se faire sur place, mais ça peut aussi être traité dans des chaînes de valeur mondiale, comme on appelle ça dans le commerce international. C'est-à-dire qu'on va implanter des laboratoires ailleurs, plus près du consommateur, parce que ça permet aussi de déjouer les contrôles douaniers. S'il y a une saisie sur des feuilles de coca, on perd moins que si le produit est déjà raffiné. D'accord. Avec donc la question du prix, Diana Villegas, elle coûte de moins en moins cher. Il y a quoi ? On est dans une période, alors on va se poser la question, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel, mais on est dans une période de surproduction, on peut dire ça, en Colombie ? Oui, les cultivateurs, ils ont compris comment rendre rentables les sols et ils produisent beaucoup plus en utilisant moins de terrain pour la production, sauf qu'ils ont appris à faire des récoltes beaucoup plus souvent dans l'année, avec des productions et l'utilisation des produits chimiques beaucoup plus performants. Donc, la production elle devient exponentielle. Dans les années Pablo Escobar, dans les années 80 et 90, on pense que c'était alentour de 40 000 hectares cultivés. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 200 000 hectares cultivés. Donc effectivement, on voit bien l'écart, avec quand même une question. Quand je discutais de ce thème avec des amis il y a quelques jours, Clotilde Champeyras, d'ailleurs c'était après un débat qu'on avait fait ensemble sur la loi narcotrafic plus précisément, il y a un de mes amis qui m'a dit, mais avec les satellites, on sait exactement où sont les champs, pourquoi on ne les détruit pas ? Pardon de poser une question aussi simple, mais quand on voit un Donald Trump qui est capable de viser un bateau dans les eaux internationales, pourquoi pas ? Il y a quand même des questions de souveraineté. C'est une déclaration de guerre quand même que d'aller sur le territoire d'un autre pays pour réaliser ces opérations-là. Les États-Unis l'ont fait à une époque, essayer de détruire avec des avions qui pulvérisaient des herbicides sur les plantations de coca, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on peut planter ailleurs, on a aussi une surface énorme. On a aussi des populations qui vivent des plantations de coca et ça, il ne faut pas non plus l'ignorer. C'est-à-dire que pour certains cultivateurs, la coca... mais c'est le pays qui laisse se développer cette... Oui, mais le pays, est-ce qu'il a les moyens de proposer autre chose ? Surtout qu'on peut avoir des narcotrafiquants qui... vont garantir que la récolte va être vendue, qu'en termes de logistique, ils ont aussi les moyens d'aller chercher la récolte et de l'acheminer vers les centres, les laboratoires, etc. Alors qu'un producteur d'un bien consommation courante, c'est à lui d'apporter la marchandise sur les marchés et il n'a pas forcément les moyens à disposition pour le faire. Je vous pose la même question, et pardon, mais j'aime bien de temps en temps mettre les pieds dans le plat. Ça semble être tellement basique, mais il y a quoi ? Il y a un manque de volonté des pays producteurs Après, on va se poser la question de nos responsabilités à nous, États ou consommateurs, mais de mettre fin à ces trafics ? Alors, je pense que l'ampleur de la production et du trafic est telle qu'il est très difficile à s'attaquer de façon, on va dire, efficace. Et c'est vrai que pendant les plans colombiens... Est-ce que c'est devenu l'économie principale du pays, par exemple ? Ce qui rapporte le plus. On pense que l'importance au niveau du PIB est très, très importante. Et elle maintient une économie réelle dans certains villages où les taux d'échange ne se font pas en monnaie locale, mais on produit en capacité de production. Mais pour répondre à votre question, il y avait un moment où les glyphosates étaient arrosés par
par des avions, mais la Cour constitutionnelle colombienne, qui c'est une cour, a décidé que ça posait un grave problème de santé publique et ils sont revenus sur les glyphosates et depuis quelques années, environ 4-5 ans, on a passé à l'imposition d'arrachage manuel et surtout à partir du traité de paix qui propose cette adhésion du cultivateur. Alors, je voudrais qu'on revienne aux consommateurs en France, Marie-Geoffrey Rousside, avec, alors on a entendu les bourgeois de centre-ville, enfin, ça fait un moment que s'il y en a, ils ne sont pas tout seuls, quoi. C'est ce qu'on peut dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faudrait que le gouvernement mette un petit peu à jour ses connaissances sur le sujet. C'est un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a malheureusement des politiques des drogues qui sont pas suffisamment basées sur la science et donc sur les données scientifiques et qui sont plus basées sur l'idéologie. Donc là, on est sur des éléments de langage, on le voit très clairement. Ce que les données montrent, c'est qu'aujourd'hui, la cocaïne concerne tout le monde. Donc, toutes les classes sociales ? Toutes les classes sociales et tous les territoires. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait dans les années 80-90 de la cocaïne qui était plutôt consommée en milieu urbain, dans ce qu'on appelait la jet set, le milieu du showbiz. Le produit était très cher, il avait une image plutôt valorisée. Aujourd'hui, il y a plein de métiers différents qui sont concernés. On parle beaucoup des marins-pêcheurs. Alors, ce n'est pas pour pointer ce métier-là, mais en fait, tous les métiers qui sont difficiles, qui ont des cadences compliquées, qui ont des horaires décalés, les soignants aussi sont très concernés par l'usage de substances. Oui, dans le BTP, par exemple, on parlait de points de deal qu'ouvraient plutôt à Marseille pour que les ouvriers, les salariés viennent se servir. Tous les métiers qui sont difficiles et pour lesquels les personnes ont des cadences difficiles à tenir. Donc aujourd'hui, c'est différents métiers, différentes classes sociales et donc aussi des gens issus de quartiers populaires et pas uniquement les bourgeois des centres-villes et puis des milieux ruraux. Puisque maintenant, la cocaïne se commande, il y a une ubérisation du trafic. Et puis, c'est aussi à la fois des très jeunes, Quand vous dites très jeunes, alors, quand on dit très jeunes, c'est des gens qui sont à la fin de l'adolescence, 17, 18, 20 ans, mais également des trentenaires et des quarantenaires. Non, la bonne nouvelle, c'est que sur les substances en France, les dernières enquêtes à l'âge de 16 ans, parce que je rebondis, je vois que vous êtes inquiets. Ils sont beaucoup plus âgés, mes enfants, mais bon. À l'âge de 16 ans, là, on voit une baisse de la consommation de substances, que ce soit pour le cannabis, à part la cigarette électronique qui a augmenté. Donc, on voit en tout cas qu'il y a une baisse de la consommation à l'âge de 16 ans. Mais par contre, après, pour tous les autres indicateurs en population adulte, on a une augmentation. Donc, c'est vraiment tout le monde aujourd'hui qui est concerné. Ok. Alors, on y a consacré un débat il n'y a pas longtemps, donc on ne va pas y passer trop de temps là, mais cette loi narcotrafic, on peut en dire un mot quand même, Clotilde Champérache. Alors, elle a été promulguée en juin. C'est compliqué d'imaginer qu'elle produise déjà des effets. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà qu'elle a oublié le pan demande. Elle s'est intéressée uniquement à l'offre. Elle propose des choses intéressantes. Alors, en tant qu'économiste du crime, je trouve qu'il y a quand même un vrai problème à cette hyper-focalisation sur le seul trafic de stupéfiants. Parce que les organisations criminelles vivent de beaucoup de choses et on oublie de voir ce continuum criminel et cette capacité qu'ont les organisations criminelles à brasser de l'argent, y compris dans d'autres affaires. On a des choses qui sont mises en place, qui sont intéressantes, qui sont souvent inspirées de la législation antimafia italienne, mais sans la cohérence d'ensemble du modèle italien. Et puis, vous avez des objectifs qui sont fixés sans que les moyens soient développés avec. Je pense à ce fameux slogan qui revient sans arrêt, il faut les frapper au portefeuille. Mais pour frapper au portefeuille, il faut des enquêtes patrimoniales. Ça veut dire une police judiciaire forte, ce que nous n'avons plus. La filière peine à recruter, au moins du côté police. Sur la gendarmerie, ils ont plus une obligation de passer par la police judiciaire pour travailler ces choses-là. Ils ne sont pas assez nombreux en termes d'hommes. Et il y a une question aussi de formation. Il faut connaître les mécanismes financiers, il faut traquer ces flux. Et si vous mettez des hommes en formation, ils ne sont plus sur le terrain. Donc quand on est déjà sur une filière en tension, c'est extrêmement problématique. Michael, un mot. Et puis il y a également une dimension, pour prolonger ce que vous venez de dire, une dimension européenne vis-à-vis des canaux de distribution. Dans la loi qu'on vient d'évoquer, il y a assez peu de choses sur ce qui se passe sur le trafic portuaire.
parce que les places portuaires de Anvers, Rotterdam et Le Havre sont tellement débordées qu'elles permettent une fluidité également du trafic qui s'organise et qui permet justement de pouvoir distribuer partout. Ouais. Un mot là-dessus, ça passe toujours par les grands ports ou alors ça s'est un peu diversifié? La cocaïne, elle passe par tous les ports, hein, même les ports secondaires, parce que déjà, comme il y a plusieurs organisations criminelles qui importent, elles ont aussi leurs routes, leurs références, leur implantation logistique. Et puis parce que quand on sait que le filet se resserre en termes de contrôle sur tel port, on reroute. Donc il y a une stratégie d'ensemble qui fait qu'il n'y a pas qu'une porte d'entrée et qu'il y a toujours d'autres possibilités d'acheminer. Votre avis, Diana Villegas, sur cette loi narcotrafic? Il y a par exemple un parquet dédié, alors qui va être opérationnel à partir du mois de janvier. Donc là, on ne va pas demander d'en faire le bilan. Il n'a pas commencé. Mais comment vous évaluez cette loi? Je trouve que déjà s'intéresser au sujet et produire cette loi est une avancée assez énorme parce que depuis très longtemps, les sujets avaient été occultés et on avait passé comme une espèce des négations du phénomène qui est en train de se produire. Et c'est depuis la loi Perben, on n'avait pas une loi qui concernait la criminalité organisée. La proposition de loi commence avec un volet très stupéfiant et il change pour abriter tous les pans des criminalités organisées, chose que je trouve assez intéressant, puisque dans les trafics de stupéfiants, qui nous concernent aujourd'hui dans la science d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est une infraction parmi d'autres qui concernent la criminalité organisée. Et pour pouvoir s'attaquer à cette criminalité, à ce type de criminalité organisée, il faut l'avoir avec les plusieurs axes. L'axe patrimonial, donc blanchiment, aussi l'axe corruption, mais d'autres trafics comme les trafics d'êtres humains, les trafics d'armes, qui se chevauchent assez souvent et on a parfois du mal, dans certaines enquêtes, à les intégrer. Et ça, je trouve très bien. Après, il y a des critiques, mais en tout cas, on attendait une réponse en matière judiciaire, surtout, et quelques éléments. Et l'EBNACO est une des réponses pour centraliser certaines enquêtes. Donc ce parquet national spécialisé sur ces enquêtes. Alors la loi, elle était notamment portée par Bruno Retailleau quand il était ministre de l'Intérieur. Vous vous souvenez, il avait commandé ce clip-là destiné à culpabiliser les consommateurs de drogue. Voilà ce qu'il en disait. Il a fallu, non pas des clips artistiques, mais des clips avec des images qui choquaient pour pouvoir responsabiliser les conducteurs. Eh bien, nous assumons exactement la même chose, un électrochoc avec le lien direct entre une consommation et puis les conséquences dramatiques qui peuvent en découler. Cet écosystème, la consommation est complice de l'écosystème du narcotrafic et de la criminalité organisée. Marie-Geoffrey Rousside, est-ce que ça marche, la culpabilisation du consommateur? Non, ça a même l'effet inverse. C'est-à-dire, en tout cas, ça a des effets très néfastes. Toutes les études scientifiques le montrent. Les politiques prohibitionnistes qui visent à culpabiliser les consommateurs ne font pas baisser la consommation. Ça, c'est le premier élément. Et en plus, elles les éloignent des soins. Donc, en fait, quand vous culpabilisez les consommateurs, ils ont honte de leur consommation, donc ils ne vont pas demander de l'aide quand ils en auront besoin. Donc en fait, scientifiquement, tout va dans le même sens. Et les pays, par exemple, qui criminalisent le plus, qui sont comme des pays comme la Russie, par exemple, ont des taux de contamination par le VIH qui sont parmi les plus élevés au monde et ne font pas baisser la consommation de substances. Et oui, ce qui pose la question de un chapitre santé publique qu'on ouvrira dans un instant. On y consacrera du temps, évidemment. Et moi, ce qui me dérange vraiment beaucoup dans ce type de discours, c'est qu'en culpabilisant le consommateur, l'État oublie sa propre responsabilité. Et autour des questions de trafic, je pense qu'il y a un point dont on parle trop peu, c'est que le fait que l'État a abandonné les quartiers populaires ces dernières années. Et si le trafic peut se développer également dans les quartiers populaires, c'est parce qu'il n'y a plus de maisons des jeunes et de la culture, comme on avait dans les années 60, 70, 80. Et en fait, un certain nombre de trafiquants prennent le dessus, et vont dans ces fragilités. Et on l'a vu à Marseille, des distributions de cahiers, de fournitures scolaires, des propositions qui sont faites à des endroits où l'État a disparu. Donc je pense qu'il est important que l'État aussi prenne ses responsabilités. Bon, vous vouliez toujours tout réagir là-dessus. Je commence avec vous. Enfin, je vous redonne la parole, Clotilde Champérache. Culpabilisation, parce que c'est une évidence. C'est vrai que les consommateurs ont une part de responsabilité. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic.
Non, on est dans des sociétés du marketing où l'offre peut créer la demande aussi. Quand on est dans l'ubérisation, dans la relance systématique. Oui, mais on est des grandes personnes capables d'y résister aussi. Ce qu'on oublie, c'est la dimension addiction. Alors, c'est pour ça qu'on a prohibé. Donc, on n'est pas sur un marché classique, le marché de la pomme de terre, où on peut s'arrêter de manger de la pomme de terre et manger autre chose. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une logique d'addiction, c'est ce produit-là que vous voulez. Donc, il n'y a pas de possibilité de déplacer la consommation sur autre chose si on ne propose rien. L'État ne fait pas de prévention depuis des années sur ce sujet. Et puis, il y a quand même une incohérence monumentale, parce qu'on peut dire que le consommateur a du sang sur les mains, mais on peut dire aussi que le consommateur participe au PIB de la nation et au taux de croissance de la nation, puisque le trafic de stupéfiants fait partie du calcul du PIB. Donc, on est dans une hypocrisie qui est quand même assez problématique, et on essaie de voir les choses aussi sous l'angle qui nous intéresse. Et encore une fois, la culpabilisation, effectivement, éloigne du soin, et c'est extrêmement problématique pour tous les addictologues qui travaillent depuis des années à essayer de sortir des gens qui le souhaitent de cette consommation. Diana Villegas, il vous a choqué ce clip, ou alors vous vous êtes dit on l'a déjà vu dans d'autres pays après tout? Oui, pratiquement tout ce que je vois sur les trafics, notamment de cocaïne, en France, c'est un peu un déjà-vu, malheureusement. Et certains éléments sont déjà annonciateurs de ce qu'on a vécu en Colombie, notamment. C'est pour ça que parfois, certains parallèles avec l'Italie, je trouve qu'éloignent de la réflexion et de la vraie compréhension d'un phénomène qui est en train de se produire en France, et qu'on devrait mettre les regards ailleurs de ce qui a été et ce qui n'a pas marché, ou de ce qui a potentiellement marché dans des territoires où le trafic de cocaïne est beaucoup plus présent, et la production aussi. Alors, pour regarder ce qui marche ou pas, il y a aussi la question de la dépénalisation ou de la légalisation. Ce n'est pas exactement la même chose. On va en parler tout de suite avec Alexandre Poussard, avec un exemple précis. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Thomas. Il y a un pays en Europe qui a autorisé la consommation des drogues, c'est le Portugal. Et oui, en 2001, le Portugal dépénalisait la consommation et la détention en petite quantité de drogues, même des drogues dures, toutes les drogues. Il faut dire que dans les années 90, le pays faisait face à une grave crise de consommation d'héroïne. Environ 1% de la population portugaise à l'époque était considérée comme dépendante à l'héroïne, et cela entraînait un développement important du VIH dans le pays. Alors les autorités portugaises ont décidé de changer totalement d'approche vis-à-vis de la drogue. On va regarder un extrait du documentaire de nos partenaires de la chaîne France 24, réalisé en janvier 2025 par Elena Pompei, Malvin Haro et Jade Briangui. Il est pertinent de se dire « Ok, les gens se drogueront toujours. Donc, qu'est-ce que la société peut faire pour préserver la santé et la sécurité de tous ?» Le Portugal s'est rendu compte que l'approche la plus rationnelle était de transférer la responsabilité politique en matière de drogue du système judiciaire vers le système de santé. Évidemment, cette dépénalisation de toutes les drogues, ça a changé la vie de beaucoup de toxicomanes au Portugal. Oui, avant cette loi, ces personnes étaient traquées par la police, et après, elles ont pu bénéficier d'un accompagnement, d'une orientation vers des parcours de soins, vers des professionnels de santé. Une action sociale a aussi été mise en place vis-à-vis de ces personnes dont beaucoup vivaient dans la rue. Et puis des salles de consommation de drogue ont été ouvertes, des salles qui sont parfois supervisées par d'anciens consommateurs de drogue. On va en écouter un. Ici, c'est un endroit calme et sécurisé. On peut s'informer sur sa consommation, parce que ceux qui s'injectent des drogues ne sont ni infirmières ni médecins, donc ils apprennent à le faire sans danger. C'est vraiment un endroit où les gens peuvent trouver une consommation plus sûre. Et est-ce que cette dépénalisation, elle a porter ses fruits, Alexandre? Eh bien oui, le Portugal est un des pays européens où le taux de consommation de drogue est le plus faible, environ 15%, alors que la France est un des pays où ce taux est le plus élevé, 40%. Et puis la dépénalisation permet de faire des économies. En 10 ans, le coût social de la consommation de drogue a baissé de 18% au Portugal. Cela coûte plus cher d'arrêter et d'enfermer certains consommateurs de drogue plutôt que de les soigner. Cette politique a aussi eu des effets en termes de santé publique. En 2001, parmi les nouveaux diagnostics de VIH en Europe, la moitié étaient portugais. En 2019, seulement 1,6%. Donc il y a des effets
positif, mais aucun autre pays européen n'a emboîté le pas du Portugal en dépénalisant toutes les drogues. Sans doute parce que c'est une décision politique difficile à prendre. Effectivement, c'est une décision politique qu'on a du mal à imaginer, en tout cas en France, vu le débat public aujourd'hui. Clotilde Champérache, là on a parlé beaucoup de santé publique et on y reviendra dans un instant, mais sur l'aspect vraiment économique. Alors je vais parler simplement de légalisation du cannabis. Est-ce que ça assècherait les finances des trafiquants de drogue aujourd'hui en France? Non, parce que légaliser, ça n'est pas libéraliser le marché. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un encadrement de la vente qui aurait lieu, donc une possibilité de contourner cet encadrement. C'est-à-dire de proposer du cannabis plus dosé, plus fort, voilà. etc. Alors, il y a en plus la question du dosage, puisque vous avez un taux de THC qui peut varier fortement pour le cannabis. Si l'État en proposait, ça serait à un niveau de THC plutôt faible. Les organisations criminelles seraient en mesure de proposer un THC beaucoup plus élevé, éventuellement aussi de concurrencer au niveau tarif l'offre étatique. Donc, il y aura toujours une filière parallèle. Et puis, encore une fois, sur les stupéfiants, on a une telle gamme de produits que le cannabis, c'est une partie. Alors, c'est la drogue la plus consommée, mais on a d'autres consommations et les organisations criminelles sont capables de promouvoir encore plus ces produits alternatifs. Ouais. Ça reste, le cannabis, Marie-Geoffrey aussi, la drogue la plus consommée en France, de loin. Oui, voilà. Parce qu'on a dit que la cocaïne passait devant, mais en chiffre d'affaires, en quelque sorte. Tout à fait, en chiffre d'affaires. Quand on regarde donc les données sur l'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir consommé ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, le cannabis, c'est la moitié de la population. La cocaïne, c'est 10%. Donc, en fait, on est sur des niveaux qui n'ont rien à voir. Mais par contre, je voudrais revenir sur le modèle portugais, si c'est possible. Je trouve que ce qui est très intéressant avec le modèle portugais, c'est qu'en fait, c'est la population qui a demandé cette dépénalisation de l'usage, enfin décriminalisation de l'usage, parce que la plupart des familles portugaises étaient touchées par l'usage de drogue et voyaient les ravages de la prohibition. Le fait de ne proposer qu'une réponse pénale. Et donc, en fait, ce qui est le plus intéressant, je trouve, au Portugal, c'est le fait qu'il y a eu un réinvestissement de l'argent de la répression qui ne fonctionnait pas vers le soin. Alors après, aucun modèle n'est parfait. Ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Sur les drogues, si on avait un modèle parfait, bon, ça se saurait, tout le monde l'aurait adopté. Ce qu'on sait, c'est que la prohibition, ça ne marche pas. On sait que la dépénalisation, ça permet d'orienter vers les soins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la fin de la stigmatisation de l'usage. Donc, permettre aux personnes qui ont besoin de se soigner. Et puis, sur les modèles de légalisation, il faut faire attention également parce qu'il y a des modèles de légalisation qui sont très libéraux, très concurrentiels, comme ce qui s'est mis en place dans la plupart des États des États-Unis et qui, là, donne lieu à une augmentation de la consommation, à une augmentation des conséquences sanitaires liées à la consommation. Et vous avez des modèles très régulés, un modèle qu'on regarde de très près en France, qui est le modèle québécois, où là, il y a un monopole de la vente par l'État, beaucoup d'argent réinvesti dans la prévention, beaucoup d'argent réinvesti dans l'information. Et là, au Québec, l'âge à la première consommation de cannabis a augmenté de 2 ans. On est passé de 18 ans à 20 ans et on sait que plus on consomme tôt, plus, quelles que soient les drogues, plus les risques sont importants. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un mot qu'il faut réintroduire dans le débat, même 2, les soins, l'accompagnement et également la prévention. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir sur la prévention. On va parler des soins dans un instant, mais je reste sur la logique de légalisation, Diana Villegas, parce qu'il y a aussi un argument qui consiste à dire que ça va rapporter de l'argent aux finances publiques. Oui, non, mais je vous vois lever les yeux au ciel. Mais comment peut-il poser une telle question? Ben oui, mais c'est les questions que nos téléspectatrices se posent. Oui ou non? Est-ce que ça fait rentrer de l'argent dans les finances publiques? C'est possible, mais ça ne peut pas être les seuls arguments pour retenir une mesure si importante. Et lorsqu'on peut penser au système dans la question de la légalisation, il y a plusieurs sorties possibles, plusieurs débats possibles entre la prohibition et l'abolition. Et dans cette tranche, on a des choix des politiques criminelles très diverses. Alors oui, ça peut rapporter, mais est-ce que c'est le seul argument? Est-ce que c'est l'argument moral qui va primer? Est-ce que c'est l'argument sanitaire, l'argument judiciaire? À mon avis, il faudra traiter le problème comme il est, de façon multidimensionnelle, et les poser dans ce sens-là, à partir d'un diagnostic
du phénomène criminel et du phénomène de santé publique aussi, afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Ouais. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, choisir le prisme, effectivement, de la santé publique, c'est assez compliqué dans notre pays, surtout si on regarde, par exemple, des espaces de soins, les difficultés pour ouvrir des espaces de soins pour les consommateurs, pour ceux qui sont addicts. Exemple, cette HSA, Halte Soins Addiction à Marseille. Aujourd'hui, on est un peu dans une situation de double peine, c'est-à-dire que d'un côté, on nous dézingue la HSA qui était sur le point d'ouvrir. Toute perspective pour ouvrir des espaces de consommation au sein des dispositifs comme le nôtre, par exemple, au sein des lieux d'accueil, est tuée dans l'œuf quasiment systématiquement. Donc on n'a aucune perspective d'amélioration en termes de consommation supervisée. Et dans le même temps, on a une augmentation des consommateurs et une évolution des modes de consommation. Donc on voit très clairement qu'on a de plus en plus d'usagers avec de moins en moins de solutions à leur proposer. Et donc, Mickaël, cette question, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes campagnes de prévention comme on en voit sur le tabac, par exemple ? Parce que ce serait reconnaître effectivement que c'est un sujet sur lequel l'État n'a pas vraiment de prise, alors qu'on l'a entendu, on l'a vu, l'usage de stupéfiants progresse et que les premières expérimentations commencent à un âge un peu plus jeune, que les services de santé explosent, que l'addiction est un problème. Eh bien, pourquoi ? La question effectivement se pose, pourquoi n'y a-t-il pas une campagne nationale de prévention claire, massive et assumée ? On ne parle pas d'affiches discrètes dans le hall de gare ou d'un numéro de téléphone ou d'un clip. On parle d'une stratégie publique visible qui peut expliquer, qui peut informer. Est-ce que c'est la peur de déplaire ? Certainement. Communiquer sur les drogues, c'est forcément marcher sur des œufs vis-à-vis des jeunes, des libertés individuelles, et donc de froisser aussi beaucoup de sensibilité, et se heurter effectivement à ce débat interminable sur la prohibition versus régulation. Et donc ce terrain semble miné, tellement miné qu'il paralyse les décideurs. En fait. Alors il y a des budgets quand même, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, ils font des campagnes quand même. Oui, et cette mission-là, il a été demandé notamment par un élu macroniste dans les premiers mandats d'Emmanuel Macron, qu'elle devienne vraiment une préfecture, enfin en tout cas qu'elle ait des pouvoirs préfectoraux et des pouvoirs administratifs pour pouvoir gérer notamment la politique contre le crack. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Concurrence entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Parce que c'est ça qui mine en fait la gouvernance réellement. C'est cette concurrence en permanence. Il y a eu effectivement une campagne en 2025, on l'a vu, donc pour stigmatiser les consommateurs. Chaque jour, les personnes payent le prix de la drogue. Et ben, elle a été dénoncée parce qu'elle était stigmatisante, elle n'était pas donc assez concernante. De ce point de vue-là, cette campagne qui a coûté effectivement de l'argent, près de 2 millions d'euros, elle a été très très critiquée. On soupçonne le calcul politique. La prévention, contrairement à la répression spectaculaire, ne produit ni image forte, ni coup d'éclat à brandir devant les caméras. C'est une action lente et discrète. Or, le temps politique, on l'a vu, on le sait, il se mesure en sondage et d'élection en élection. Et par ailleurs, admettre que la prévention est nécessaire, c'est reconnaître que les politiques actuelles ont échoué et ne suffisent pas. Et cela revient aussi à regarder une réalité incontournable qu'on regarde ce soir. Nous sommes en échec sur le front de l'addiction. Oui, en échec sur le front de l'addiction, avec donc des consommations qui augmentent. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, ça concerne toutes les classes sociales. Oui. Mais est-ce que les classes sociales sont, je ne sais pas comment tourner ça, sont égales face aux addictions ? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Non, ça concerne toutes les classes sociales, mais ce qu'on voit dans les études, c'est que quand on est riche, on expérimente plus les drogues que quand on est pauvre. Et quand on est pauvre, on est plus souvent soumis à l'addiction, puisque les personnes qui ont des revenus vont pouvoir trouver le bon médecin, le bon réseau pour pouvoir se soigner. Et puis un autre, même s'il y a des problèmes d'addiction également dans les classes sociales favorisées, oui. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on sait que le développement des addictions, moi je le vois dans mes travaux de recherche, il est favorisé aussi par les vulnérabilités sociales. Donc il faut vraiment travailler sur les environnements de vie. C'est-à-dire que moi, les personnes que je rencontre dans mes études, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des violences dans l'enfance ou à l'adolescence, qui vivent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Et donc, en fait, si vous ne travaillez pas sur les environnements de vie durant l'enfance, durant l'adolescence, le fait de donner la possibilité de faire du soutien scolaire, de donner la possibilité aux personnes d'avoir des vies dans lesquelles elles se sentent bien, vous développez moins facilement des addictions quand vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas besoin de béquilles chimiques. Ouais. Donc ces éléments-là, comme vous le disiez, c'est assez discret, ce n'est pas des discours sur le retour de l'autorité, mais on sait que ça marche. Dans les environnements sociaux favorables pour les personnes,
il y a moins d'addiction. Quand on développe les compétences psychosociales aussi des jeunes, leur apprendre à dire non face aux substances, ça fonctionne aussi. C'est ce que fait le Québec. Ils mettent beaucoup d'argent sur ces questions. Avec, on l'a, je crois, pas dit, mais il faut quand même le détailler dans un débat sur la drogue, et notamment la cocaïne, les effets, parce qu'effectivement, il y a cette aura un peu drogue la performance, de l'efficacité, etc., etc. Qu'est-ce que ça crée, la cocaïne, en termes d'addiction, en termes d'effets négatifs? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ça crée quand même des effets positifs. Il faut l'avoir en tête, parce que c'est la raison pour laquelle... C'est pour ça que ça marche. Ça marche, voilà. Donc, ça crée de l'euphorie, un sentiment de toute puissance. Voilà. Mais au bout d'un moment, et même dès les premières prises, il peut y avoir des problèmes cardiovasculaires importants, des arrêts cardiaques, un sentiment de paranoïa, ça peut donner lieu à des violences. Mais c'est la même chose avec l'alcool aussi. Là, on parle beaucoup des substances illicites, mais la question des violences liées à l'alcool, c'est aussi un sujet important. Et puis, ça peut donner lieu à des troubles de santé mentale et également à des troubles cardiovasculaires importants. Et puis, au bout d'un moment, l'addiction, c'est le cas pour la cocaïne, mais c'est le cas aussi pour l'héroïne ou pour le cannabis, ça coûte cher. Donc, vous avez des personnes qui vont organiser toute leur vie autour de la recherche du produit et de la consommation et qui vont progressivement se désinvestir de la sphère travail, avoir de moins en moins de relations sociales. Et moi, dans mes études, je vois des personnes, effectivement, qu'on voit dans les haltes soins addiction, qui étaient présentées tout à l'heure, qui vivent souvent à la rue. Et pour ces personnes-là, c'est très difficile ensuite de s'en sortir. Donc c'est pour ça que vraiment, je trouve que remettre de l'argent sur la prévention, sur le soin, sur l'accompagnement, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a une inégalité sociale, c'est-à-dire que quand vous vivez dans un milieu riche, même si vous êtes soumis aux addictions, ensuite, vous allez pouvoir rentrer chez vous quand vous avez tout perdu et que vous vivez dans la rue. C'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Donc il faut aussi travailler sur la dimension sociale. Est-ce qu'on sait, Clotilde Champérache, combien les drogues illicites coûtent au budget de l'État ? La santé publique, est-ce qu'on a pu évaluer ça ou est-ce que c'est trop compliqué ? Il y a des évaluations. Moi, avec les chiffres sur tout ce qui est activité illégale, j'ai beaucoup de doutes. Parce que par définition, c'est il n'y a pas de déclaratif sur ces activités. Même quand on voit les saisies qui augmentent et que le prix baisse de la cocaïne, c'est bien que les saisies ne sont pas si spectaculaires par rapport à ce qui circule. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est aussi une vision très mathématique, économiciste du sujet qui perd l'homme, effectivement, et qui éloigne de toutes ces questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens ne consomment pas. Et pour en revenir à la Mildeca, avant le clip de culpabilisation, ils avaient fait un clip sur la cocaïne. Qui vaut ce qu'il veut, mais je le trouve un peu ambivalent parce que ça montre le côté séducteur de la cocaïne. Il y a une voix qui dit « Est-ce que tu penses à moi ? Est-ce que tu penses à moi ?» Et puis plein de situations de la vie courante où la personne a envie de la cocaïne. C'est un film d'animation qui est très beau esthétiquement. Il n'a jamais été diffusé. Il faut le chercher sur le site de la Mildeca pour le trouver. Et en plus, il n'est pas très facile d'accès. Enfin, moi, j'ai eu du mal à... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris la main par rapport au ministère de la Santé ? C'est un mystère que ce clip n'ait pas été diffusé alors qu'on a été matraqué, en tout cas dans les transports parisiens. Le clip de culpabilisation, moi, je l'ai vu plein de fois. On a là aussi mis de l'argent sur ce clip et on ne l'utilise pas. Donc il y a quand même une problématique. Et effectivement, il y a une dimension où le ministère de l'Intérieur a pris la main sur toute la question, alors que si on a prohibé ces substances, c'est parce qu'il y a un problème de santé publique. Et ça n'a pas toujours été le cas. Oui, mais c'est le ministère de la Santé qui n'a toujours pas parlé. Dans les années 2000, le ministère de la Santé... au moment où la réduction des risques s'est développée avec Nicole Maestracchi, était extrêmement présent à la Mildeca. Et c'est là où il y a eu les campagnes « Savoir plus, risquer moins », qui étaient des campagnes extrêmement intéressantes, où il y avait vraiment une information sur les bénéfices et les risques des drogues. Et on n'était pas du tout, à cette époque-là, sur la culpabilisation du consommateur, mais vraiment une approche de réduction des risques, de soins et de prévention. On n'a pas parlé des drogues de synthèse, enfin on l'a fait dans notre sujet d'ouverture à propos des chiffres qui sont sortis hier, ecstasy, amphétamine, etc. Quelle place elles prennent, ces drogues de synthèse aujourd'hui ? Alors, beaucoup, elles commencent à remonter. Au niveau de la consommation et du trafic. Mais c'est vrai que la cocaïne reste la drogue la plus pressante sur les marchés avec les cannabis.
Mais elles commencent à apparaître. La difficulté avec ces drogues, c'est que ce sont des drogues qui peuvent être produites sur place plus facilement que les drogues importées, comme la résine de cannabis et la cocaïne. Donc ça veut dire que ce sont d'autres réseaux ? Non, parfois c'est les mêmes réseaux, il y a un chevauchement. Parfois aussi il y a des organisations criminelles qui se spécialisent, donc il y a une spécialisation du marché. Mais ça, pour le moment, c'est aléatoire, ça dépend des territoires, ça dépend des organisations. Mais dans des points deal courants, il y a une diversification des propositions des drogues, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des modes, pardon de poser une question un peu vulgaire, basique, Clotilde Champérache, mais est-ce qu'il y a des modes ? Oui, alors en plus, ça accompagne tous ces phénomènes de marketing. On a des noms de drogues, des emballages qui essaient de lancer aussi des produits. La Haribo pour le cannabis, la cocaïne rose qui en fait n'est pas de la cocaïne. Mais là aussi, il y a un côté... En plus, on cible plutôt des jeunes quand on est sur ces propositions-là. Et puis, il y a les effets sociaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un consomme... Alors en plus, il peut rentrer dans un circuit où il est consommateur-revendeur. Puisque quand on est dans l'addiction, il faut pouvoir se financer aussi sa propre consommation. Et là, dans le cercle amical, on peut avoir une proposition pour tel type de drogue et qui va favoriser la diffusion. Vous avez aussi des territoires qui sont plus ou moins bien irrigués par certains produits. Quand on est à la frontière avec la Suisse, on a accès à certains produits qui sont moins disponibles en Bretagne. Donc il y a effectivement des routes qui peuvent indiquer des spécificités. Mais ceci étant, l'ubérisation du trafic permet quand même d'approvisionner tout le territoire en tout. Et pour revenir sur ces drogues de synthèse, un laboratoire de drogues de synthèse peut être implanté n'importe où. Et donc ça passera plus par les ports, donc il y aura plus ces saisies, ce qui ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Et en Belgique, aux Pays-Bas, on a déjà identifié des laboratoires. Alors, c'était ce que j'avais prévu comme dernière question sur l'ubérisation notamment, parce que vous venez d'en parler, vous l'avez cité 2 fois tout à l'heure. Est-ce que c'est devenu le mode de consommation le plus courant, c'est-à-dire de se faire livrer finalement la drogue? Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça s'est développé dans le cadre du Covid. Oui. Donc, dans le cadre de la pandémie de Covid, c'est là où on a vu ce terme apparaître. Alors, ça fait partie des modes les plus importants aujourd'hui parce que ça permet d'éviter d'aller sur les lieux de deal. Et donc, en fait, les lieux de deal sont souvent des lieux où il y a beaucoup de violence. Moi, je voulais aussi parler de cette question-là très vite, rapidement. Parce qu'il nous reste 30 secondes. Fait, la violence, ce qui est certain, c'est qu'elle touche surtout les quartiers populaires. Et donc, je pense que ça, on a tendance quand même à l'oublier. Et l'État a une responsabilité aussi dans cette violence dans les quartiers populaires, je trouve, et on l'oublie trop souvent. Mais en tout cas, oui, le fait de pouvoir téléphoner, alors il y a le marketing aussi, c'est-à-dire que maintenant, les personnes sont aussi contactées, les jeunes peuvent être contactés sur leur téléphone portable, par Instagram, par WhatsApp, et donc avec des fichiers clients et des jeunes qui ne consommaient pas au départ et qui tout d'un coup voient des messages. Alors, c'est pas que pour la cocaïne, c'est pour le cannabis également. Ouais. Donc, en fait, les trafiquants, ils ont de plus en plus d'argent et de plus en plus d'inventivité aussi pour approcher les consommateurs. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Clotilde Champérache, je rappelle le titre de votre livre, cette géopolitique des mafias. C'est aux éditions Cavalier Bleu. Et je vous dis à bientôt sur Public Sénat.